Bonjour, je suis Alexandre Estaquet-Legrand, conservateur du patrimoine et directeur du MUDO Musée de l'Oise à Beauvais. Je suis ravi de vous accueillir pour cette découverte de l'exposition Trésors de la Renaissance dans l'Oise, la collection de Nelly Jacquemart-André du domaine de Chalice. Pour cette visite, je serai accompagné d'Audrey Magnan, médiatrice culturelle ici au MUDO Musée de l'Oise, qui a notamment travaillé sur la conception des différents dispositifs qui ponctuent le parcours de visite. L'exposition est née suite à une collaboration que nous avons menée avec les équipes de l'Institut de France au domaine de Chalice. L'année dernière, le MUDO Musée de l'Oise a rouvert intégralement les portes de son palais et à cette occasion, nous avons souhaité proposer une exposition temporaire à la portée symbolique sur la thématique de la Renaissance. Différents prêteurs nous ont accompagnés et notamment l'Institut de France et le domaine de Chalice. Et heureux hasard du calendrier ou presque, alors que nous-mêmes nous sortions d'une période de travaux, le domaine de Chalice allait lui-même commencer sa mue en entreprenant un important chantier de travaux muséographiques au sein de son parcours. Pendant toute la période de ces travaux, les équipes de Chalice avaient besoin de trouver un lieu de refuge pour les collections et nous avons accepté de conserver les œuvres de Nelly Jacquemart en dépôt pendant 2 ans. Et tout au long de cette année, jusqu'au 31 décembre 2026, nous réunissons les œuvres déposées par l'Institut de France et le domaine de Chalice dans un parcours qui permet de redécouvrir les grands traits de la Renaissance, mais aussi d'aller au-delà de la seule découverte historique et esthétique des collections par tout un ensemble de dispositifs de médiation participatifs, manipulables, immersifs. Nelly Jacquemart-André, ou plutôt Cornélie, Nelly étant son diminutif, est une artiste de la fin du XIXe siècle. D'origine modeste, elle va séjourner pendant de nombreuses années au domaine de Chalice sous la protection de Madame de Vatry, alors propriétaire du lieu. Et cette protectrice va découvrir le talent de cette jeune fille, elle va l'encourager dans cette voie, faire éclore son talent, et Cornélie, Nelly pour les intimes et pour le monde aujourd'hui, va rentrer dans un atelier d'artistes à Paris, présenter des œuvres au salon et être recherchée pour ses talents de portraitiste. Et sa vie bascule lorsqu'elle rencontre Édouard André, militaire. Tout les oppose. Elle est catholique, il est protestant et un seul élément va les relier, c'est la passion commune qu'ils ont pour l'art et la collection. Les deux personnages vont se marier et Nelly va délaisser très rapidement pinceau et palette pour se consacrer pleinement avec son époux à leur passion commune, la collection d'œuvres d'art. Ils vont voyager partout en Europe, surtout en Italie où ils séjournent à de très nombreuses reprises et c'est au cours de ces voyages qu'ils vont nouer des liens très étroits avec des marchands, des antiquaires et qu'ils vont réunir une collection extraordinaire dans leur hôtel parisien situé boulevard Haussmann, qui deviendra par la suite le musée Jacquemart-André que l'on connaît. À la mort de son mari, Nelly poursuit l'entreprise du couple. Elle continue de voyager en Italie et d'acquérir des œuvres pour faire grossir sa collection. Et un événement va bouleverser sa vie. Alors qu'elle a entrepris un tour du monde, le domaine de Chalice, où elle avait non pas grandi mais où son talent s'était révélé, passe en vente. Elle interrompt son voyage, elle revient en catastrophe en France pour pouvoir accomplir son désir le plus cher, devenir la propriétaire du domaine de Chalice pour y présenter ses collections en complément de celles qui étaient exposées dans son hôtel particulier à Paris. À sa mort, elle va léguer l'ensemble de la collection du couple à l'Institut de France avec une consigne très précise, très humaniste. Faire en sorte que la collection réunie par le couple devienne un musée et que l'ensemble du public puisse profiter de la collection que le couple avait réunie. C'est la naissance du musée Jacquemart-André à Paris et du musée Jacquemart-André à Chalice. Les œuvres qui sont ici réunies dans les salles du pavillon de l'Aile Saint-Pierre au MUDO sont issues de l'exposition Renaissance qui a été présentée chez nous l'année dernière. Et pour pouvoir sélectionner ces œuvres avec les équipes du domaine de Chalice, nous nous sommes tout simplement promenés ensemble dans les salles du musée Jacquemart au domaine de Chalice en observant leur état de conservation et en identifiant des thématiques qui étaient au cœur du parcours de visite que nous souhaitions concevoir l'année dernière dans l'exposition Renaissance. Des sujets qui étaient liés aussi bien à la question du paysage, de la perspective, des thématiques mythologiques ou du portrait. Et c'est ce qui a fait que les œuvres sont aujourd'hui réunies à nouveau sous cet angle dans les salles de l'Aile Saint-Pierre.
Alors, nous démarrons l'exposition par une première salle qui est dédiée à la question de l'art des primitifs italiens. Pour comprendre la Renaissance, il faut comprendre ce qu'il se passe avant les temps modernes, puisque la Renaissance n'arrive pas du jour au lendemain. Elle s'appuie sur ce que d'autres artistes ont pu concevoir avant le XVe siècle, et notamment en Toscane, plus spécifiquement dans cette exposition, dans la ville de Sienne. Je suis situé en plein milieu d'un groupe sculpté qui est une paire absolument remarquable, formant ce que l'on appelle un groupe d'annonciation. Les groupes de l'annonciation étaient particulièrement populaires en Italie et notamment à Sienne tout au long du XIVe siècle. Ces groupes avaient une particularité, ils pouvaient être mobiles et utilisés lors de certaines processions. Il fallait pour ce faire pouvoir revêtir les personnages qui formaient ces groupes de certains costumes, certains ornements en fonction du calendrier des fêtes liturgiques. Ce qui explique aujourd'hui pourquoi certaines des sculptures qui sont encore conservées présentent des membres supérieurs qui peuvent ponctuellement être articulés. Finalement, ces sculptures étaient ni plus ni moins que des poupées ou des mannequins à connotation religieuse. Et au travers de ces sculptures qui étaient particulièrement célèbres, on peut percevoir déjà des évolutions dans l'art des artistes dits primitifs en Italie. Sur ma gauche, vous pouvez observer l'une des figures qui forment ce groupe, à savoir la Vierge, une Vierge d'Annonciation. Elle est représentée debout, dans une attitude qui manifeste son étonnement, sa surprise face à la révélation qui est en train de lui être faite, à savoir qu'elle donnera naissance au Fils de Dieu. Elle est figurée debout, mais pour autant, elle n'est pas hiératique, elle n'est pas figée. Son corps est légèrement animé, on le perçoit notamment grâce au pli qui est formé par son genou gauche. On voit que la jambe est en train de très légèrement se mouvoir, ce qui donne un peu plus de dynamisme à l'ensemble de sa silhouette. Avec ce traitement anatomique qui se veut de plus en plus vraisemblable, les artistes dits primitifs commencent à mener une nouvelle réflexion sur le monde et sur la représentation des corps humains. Pour autant, la représentation ici de la Vierge n'est pas encore celle que l'on pourra voir en plein cœur de la Renaissance classique. Son corps est encore empreint des traditions médiévales, des traditions gothiques. J'en veux pour preuve une silhouette particulièrement élancée, extrêmement gracieuse et surtout une taille marquée par la ceinture bleue qui monte excessivement haut dans l'ensemble de l'anatomie du personnage. Mais pour autant, par l'animation progressive du corps de la figure et surtout une nouvelle sensibilité donnée à sa gestuelle, à sa réaction qui est beaucoup plus humaine que par le passé, on perçoit ici quelques-uns des germes de la Renaissance dans l'art des primitifs italiens. Alors, bienvenue à tous, bonjour à tous, dans cette salle de l'exposition Trésors de la Renaissance. Alexandre vous a expliqué que la particularité de cette exposition était que les objets et les œuvres d'art avaient déjà été précédemment montrés l'année dernière au Mudo Musée de l'Oise. Donc la question s'est posée, comment parler différemment des œuvres pour offrir une toute nouvelle exposition aux visiteurs. On s'est un petit peu creusé la tête, on a réfléchi un peu et on s'est dit, eh bien, on va entrer dans les tableaux, on va s'inviter, discuter avec les hommes et les femmes de certains tableaux et puis, pourquoi pas, s'inviter à la table de ce banquet. Donc nous voici à l'intérieur de cette pièce et nous sommes installés à la table avec d'autres convives et tout simplement la question que nous nous sommes posée c'est eh bien qu'est-ce qu'il y a sur cette table? Comment mange-t-on à la Renaissance? Quels objets, quelle vaisselle utilise-t-on à la Renaissance? Donc il y a ici un certain nombre d'objets et puis on s'est dit, eh bien dans nos collections à nous, au sein du Mudo Musée de l'Oise, eh bien il y a un certain nombre d'objets qui ont été fabriqués à cette époque. Alors ce ne sont pas véritablement exactement les objets de cette table, mais ils auraient très bien pu y figurer. Donc ici dans cette vitrine, on a comme sorti les objets du tableau, des gobelets pour boire, quelques pichets et puis une petite salière, enfin quelques cuillères qui étaient utilisées à cette époque-là. Donc ça c'est la vaisselle, d'accord, mais dans cette vaisselle, eh bien, il y a des aliments bien sûr. Donc ici il y a un serviteur qui arrive
avec un plat. Il semble que ce soit une volaille. Donc on s'est dit, eh bien voilà, quelle nourriture les hommes de la Renaissance mangent-ils? Donc il y a un autre dispositif ici, comme il était clairement très compliqué de mettre de la nourriture véritable dans l'exposition, on a installé ce dispositif qui est un dispositif olfactif et qui permet aux visiteurs de sentir les odeurs des aliments que l'on pouvait avoir à la Renaissance. Donc chaque visiteur est invité comme ça à mettre, j'allais dire, son nez sur ces petits tubes pour sentir et deviner un petit peu ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc chaque dispositif est complété par des textes pour aller un petit peu plus loin concernant le menu de la Renaissance ou la vaisselle. Alors il y a encore deux autres personnages qui sont ici des musiciens. Donc la question, tout simplement, c'est eh bien, qu'est-ce que l'on écoute à la Renaissance? Quelle musique les hommes de la Renaissance ont-ils dans leurs oreilles? Alors, nous avons mis en place un dispositif pour écouter deux mélodies. C'est une table à conduction osseuse qui permet aux visiteurs de rester dans une certaine intimité. C'est vraiment très doux et le visiteur est invité à écouter seul ces deux mélodies que nous leur proposons. Donc l'ensemble des dispositifs que l'on a mis en place dans cette exposition, on s'est beaucoup amusé à les concevoir et j'espère que les visiteurs s'amuseront aussi beaucoup à les utiliser en famille, entre amis. C'est aussi le but de tous ces outils de médiation. Au premier étage de l'exposition, vous pourrez pénétrer cette salle qui est dédiée à un monde d'hommes, de femmes et d'idées. Pourquoi ce titre? Tout simplement parce que la Renaissance se caractérise notamment par l'émergence de la question de l'individu avec ce que l'on appelle notamment l'humanisme. Dans ce contexte particulier, la question de l'homme, de la femme réelle du monde concret devient essentielle pour les artistes et on assiste à l'émergence d'un genre appelé à un avenir fécond qui est celui du portrait. Le portrait va prendre différents aspects, il pourra être individuel, dynastique ou de groupe. Et c'est le cas avec l'œuvre que vous voyez juste à côté de moi. Il s'agit d'une œuvre réalisée par l'atelier de Lorenzo di Ottavio Costa le Vieux. Et cette œuvre est très intéressante dans la mesure où il s'agit d'une réplique d'une peinture religieuse conservée aujourd'hui dans une église bolognaise. La peinture située en Italie a été commandée par la famille Bentivoglio et on peut y voir une Vierge à l'enfant en trône, entourée des parents de la famille Bentivoglio en prière et à leurs pieds, d'un côté toutes les filles de la famille, de l'autre tous les garçons de la famille. Ici, 4 des sœurs Bentivoglio ont été traitées comme un portrait de groupe isolé. Et ce qui est intéressant, c'est d'observer comment l'artiste s'intéresse bien entendu à l'identité des modèles, à leur spécificité anatomique, physique. Ces 4 jeunes filles, elles se ressemblent, on le voit, mais malgré tout, elles ont des différences. Si vous regardez par exemple le nez de cette jeune fille, juste ici, qui s'appelle Bianca, il est différent de la dernière sœur située à droite, qui s'appelle Violante. Autrement dit, l'artiste s'intéresse véritablement au sujet qu'il représente. Et au-delà de la seule réalité physique, on voit apparaître aussi une préoccupation pour la psyché des modèles. Quels sont les caractères des personnages qui sont portraiturés? Et c'est assez flagrant dans ce tableau de groupe, puisque si vous regardez dans le détail la posture, l'attitude de chacune des sœurs, vous allez pouvoir percevoir des différences. Et je vais vous livrer maintenant une petite anecdote qui va vous permettre de comprendre véritablement de quoi il s'agit. Au premier plan, on retrouve Bianca et Violante qui sont vêtues de manière particulièrement luxueuse. Elles se tiennent de manière digne et regardent droit devant elles. D'une certaine manière, on pourrait dire qu'elles tiennent leur rang de princesses bolognaises. Et effectivement, on sait, grâce aux témoignages historiques et aux archives, que ces 2 sœurs vont avoir une vie digne d'une princesse bolognaise. Passons au deuxième plan. La sœur qui est située sur la gauche, Camilla, est très différente. On a l'impression qu'elle porte déjà un voile ou une guimpe et elle ne regarde pas droit devant elle. Elle regarde
vers les cieux. Dans la composition d'origine, elle regarde la Vierge à l'enfant, mais ici, elle regarde tout simplement le ciel avec un vêtement qui donne l'impression que c'est une religieuse. Et on sait que quelques années après la réalisation du portrait, elle va rentrer dans les ordres. Le peintre ici nous raconte un peu de la foi de cette jeune fille. Et la dernière sœur, qui s'appelle Francesca, est radicalement différente des autres. C'est cette jeune fille ici, qui porte un voile, qui a une chevelure peut-être blond vénitien, et Francesca ne regarde ni le ciel, ni droit devant elle. Elle fait quelque chose de très particulier. Elle ose nous regarder. Elle nous défie presque du regard. Francesca, comme son nom l'indique, elle est franche, bien sûr, et on sait avec certitude qu'elle a un caractère particulièrement fort. La petite anecdote, c'est la suivante. Francesca va se marier. Elle est d'ailleurs même déjà fiancée au moment où le portrait est peint. Et le mariage n'est pas très heureux, puisque son époux la trompe très régulièrement. Et Francesca va fomenter un complot pour faire assassiner son époux. Autrement dit, il vaut mieux ne pas se frotter à cette jeune fille. Et si vous regardez le portrait, vous pouvez percevoir cette force de caractère dans l'intensité de son regard. Alors comme vous l'a indiqué Audrey tout à l'heure, nous avons voulu au sein de cette exposition vous permettre d'aller au-delà de la seule découverte esthétique et historique des œuvres, et sur la question du portrait, nous avons trouvé intéressant de vous proposer d'aller explorer la thématique du vêtement, du costume, de la mode. Vous retrouverez dans l'exposition différents dispositifs, et notamment celui devant lequel je me trouve, qui vous permettra de toucher, de manipuler différentes étoffes pour percevoir leurs caractéristiques visuelles, esthétiques, techniques, matérielles, et vous pourrez également vous amuser à reconnaître uniquement par le toucher de la soie, du lin, du coton, du velours, et comprendre comment ces différents textiles sont fabriqués depuis des siècles. Au sein de l'exposition, vous pourrez apprécier le tableau Adam et Ève, devant lequel je me trouve et qui a été peint par Domenico Tintoretto et ses élèves. Domenico Tintoretto étant le fils du célèbre Tintoret, le petit teinturier qui portait très bien son nom. Ce tableau a été acheté à Venise par les époux Jacques Marandré et il a été restauré au cours de son histoire. Malheureusement, les différentes restaurations qu'il a subies l'ont très largement altéré, et aujourd'hui, on ne le perçoit plus aussi nettement qu'il devait l'être à l'origine. C'est une chance unique ici au Mudo Musée de l'Oise de pouvoir redécouvrir ce tableau dans un éclairage qui lui donne finalement une nouvelle jeunesse et qui va vous permettre véritablement d'apprécier tout le travail de composition de l'artiste et de ses élèves. Ce tableau date de la toute fin du XVIe siècle, une époque où nous ne nous situons plus véritablement dans la Renaissance classique, mais plutôt dans ce que l'on va appeler le maniérisme. Autrement dit, l'art de faire de la belle manière, un art qui est caractérisé par différents éléments, notamment la ligne dite serpentine. Si vous regardez par exemple le corps de Ève sur la droite, vous verrez qu'il suit une courbe, comme si la jeune femme était sur le point de tomber, alors même que le premier père de l'humanité, Adam sur la gauche, est lui-même représenté dans une position faite de déséquilibre. Et l'ensemble de cette scène, de la chute de l'homme, s'intègre dans une thématique qui émerge au cours de la Renaissance, et ici, comme je vous le disais, on est à la toute fin de la période de la Renaissance classique, au moment du maniérisme, c'est la question du paysage. Le paysage a véritablement envahi l'ensemble de la surface de l'œuvre. À l'origine, dans l'histoire de l'art, le paysage n'est qu'une fenêtre que les artistes ouvrent sur le monde. Ici, à la fin du XVIe siècle, ça y est, la fenêtre est tombée d'une certaine manière et le monde est véritablement présent, représenté, et les artistes se questionnent sur comment l'homme va y prendre place.
Dans la dernière salle de l'exposition, vous pourrez découvrir deux des fleurons de la collection de Nelly Jacquemart-André du domaine de Chalice, à savoir deux tondi. Le tondo, qu'est-ce que c'est? Le tondo, c'est une peinture sur un format circulaire qui était particulièrement en vogue au cours de la Renaissance dans le contexte de dévotion privée. Une riche clientèle commandait aux artistes des tondi représentant des Vierges à l'Enfant, des saintes familles, des saintes conversations, pour pouvoir habiller d'une certaine manière les chapelles privées dans leur demeure. Ces œuvres majeures de la collection Jacquemart-André sont présentées dans une section qui est dédiée à la question de l'émergence d'une nouvelle esthétique, une esthétique presque classique et surtout au travers d'une thématique qui est celle de la question de l'atelier. Juste à côté de moi, vous pouvez apercevoir une Vierge à l'Enfant réalisée par l'atelier de Sandro Botticelli. On perçoit toute l'esthétique du maître avec ses anatomies très particulières, ses mains très allongées, ses visages presque dissymétriques et ses torsions très particulières au niveau notamment du cou de la Vierge. Ce qui est caractéristique également du travail de Botticelli dans cette œuvre, c'est l'usage d'une palette particulièrement vive qui tranche à son époque avec celle d'autres de ses contemporains comme par exemple Léonard de Vinci. Et ce qui est intéressant avec la Renaissance et l'émergence de la notion d'artiste, c'est qu'à cette époque, l'artiste ne devient pas juste artiste, il devient aussi d'une certaine manière un homme d'affaires. Il devient presque victime de sa célébrité et il est obligé de répondre à des commandes qui sont de plus en plus nombreuses. Il réunit dans son atelier, dans sa bottega, des élèves qu'il va former à sa touche, à son style, de sorte à pouvoir reproduire le plus rapidement possible des compositions plus ou moins illustres et répondre aux commandes qu'il reçoit. Et c'est vraisemblablement ce qui s'est passé pour ce tondo, puisque quand on regarde dans le détail, certes on perçoit l'essence du travail de Botticelli, mais la facture n'est pas véritablement celle du maître lui-même. On est plutôt en présence d'une œuvre réalisée par des élèves très talentueux, mais qui n'ont pas encore réussi à égaliser le niveau de Botticelli. Le deuxième tondo qui normalement est exposé dans la salle des moines à Chalice est celui-ci et il est l'œuvre d'un artiste qu'on appelle le Pseudo Granacci. Pourquoi Pseudo Granacci? Tout simplement parce qu'on ignore aujourd'hui l'identité de cet artiste et qu'on lui a donné ce que l'on appelle un nom de convention. Et cet artiste a une particularité. On perçoit dans son travail, et notamment ici, dans cette Vierge à l'Enfant entourée par deux anges et accompagnée du petit Saint Jean-Baptiste, on perçoit l'influence de différents artistes, comme par exemple Ghirlandaio ou encore le Pérugin. Autrement dit, le Pseudo Granacci est un élève qui a eu plusieurs maîtres. Il est passé dans différents ateliers avant de pouvoir parvenir à l'élaboration de son propre style. Mais malheureusement, à ce jour, l'histoire ne nous a pas permis de retrouver le nom de ce peintre de la Renaissance. L'exposition Trésors de la Renaissance dans l'Oise est présentée jusqu'au 31 décembre 2026 au Mudo Musée de l'Oise à Beauvais et son accès y est gratuit pour tous. Nous vous y attendons avec impatience.